Alors dans cette partie, on va voir comment est codée l'information, comment le processeur va pouvoir lire ces informations et comprendre qu'il s'agit d'un entier, qu'il s'agit d'un réel, etc. Donc l'information, elle est discrète. Donc, discrète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir des valeurs entières, des 0 et des 1, qui vont permettre d'avoir la valeur de cette information-là. Donc avant de comprendre comment un système et microprocesseur traite l'information, pour faire des calculs, il sert de comprendre comment est représentée cette information. Donc le transistor permet la commutation entre deux états. On parlera d'un état haut, de niveau logique haut, codé par un 1, et d'un état bas, codé par un niveau logique bas, c'est-à-dire un 0. Cette information à deux états, 0 ou 1, est qualifiée d'information binaire. Donc ça vous l'avez déjà vu, on aura une suite de 0 et de 1, c'est comme ça qu'est lue l'information dans tous les systèmes informatiques que vous utilisez. Binaire, on appelle ça un bit. Un chiffre binaire, c'est un bit pour un binary digit en anglais, BIT, qui donne l'appellation courante de bit d'information. Un processeur ne peut donc traiter que de l'information binaire. C'est-à-dire que si vous voulez lui envoyer un texte, un programme en C, une image, un son, eh bien, cette information, c'est forcément une suite de 0 et de 1. À la fois pour lui donner un chiffre, 27, à la fois pour lui donner une opération, fois, ou un autre chiffre, 34. C'est-à-dire que toute l'information qui est lue est une suite de 0 et de 1. Donc c'est important de savoir comment on va coder cette information, par quoi on va remplacer la lettre A, par exemple, pour pouvoir avoir une suite de 0 et de 1 que le processeur va pouvoir lire pour comprendre qu'il s'agit d'un A. Plus généralement, un processeur doit pouvoir traiter plusieurs types d'informations différentes, texte, nombre, vidéo, audio, et cette information intelligible pour tous doit être transformée en une information qui est intelligible que pour le processeur afin qu'il puisse la traiter. Donc c'est pour ça qu'il va transformer n'importe quelle image, son, texte, n'importe quoi, en une suite de 0 et de 1, qui est la seule information qu'il comprend. D'accord? Le processeur ne peut lire que des 0 et des 1. Outre le fait que l'information binaire représente les états possibles d'un transistor, elle représente l'avantage particulièrement simple pour les opérations arithmétiques de base, pour les additions et les soustractions. Par exemple, on verra toutes les opérations arithmétiques simples, elles se font très facilement avec des informations qui sont en binaire. Pour représenter les nombres, en base 10, si je veux représenter le nombre 2019, c'est 2 fois 1000 plus 0 fois 100 plus 1 fois 10 plus 9 fois 1. Donc on obtient sa représentation avec les nombres 2, 1 et 9, c'est 2019, puisqu'on peut écrire ça en base 10 comme 2 fois 1000, 0 fois 100, plus 1 fois 10, plus 9 fois 0. Donc les chiffres qu'on utilisera pour une représentation en binaire, c'est les chiffres de la base 10, de 0 à 9. Mais nous, on n'est plus en base 10, puisque ici on va être en base 2, donc il va falloir comprendre comment on fait pour passer de cette base à une autre. Cette écriture se généralise dans une base quelconque B, supérieure à 2, donc si j'ai la suite AN de A0, comme ici j'avais 2019, je prends chacun des valeurs, donc AI, ici c'est 2, 0, 1, 9, et si je fais la somme des AI B puissance I, donc ici j'ai bien mes puissances de 10, 10 puissance 3, 10 puissance 2, 10 puissance 1, 10 puissance 0, en faisant la somme des AI BI, bien j'obtiendrai le nombre 2 fois 1000, plus 0 fois 100, plus 1 fois 10, plus 9 fois 10 puissance 0. D'accord? Donc ça permet de représenter un nombre dans une base B. C'est-à-dire que je l'écris comme étant la somme des puissances de B. Ou les coefficients qui sont devant ici sont des nombres qui sont plus petits que B, qui sont entre 0 et B-1. En base 10, je vais être 0 à 9, en base B, j'irai de 0 à B-1. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà vues en signe, donc je passe assez rapidement, mais vous pouvez revoir la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Conversion d'entiers naturels. Quand on veut passer d'une base quelconque à la base 10, bien, on écrit le nombre en base B, donc AN B puissance N plus A1B plus A0, et on effectue les calculs en base 10. On précisera, quand il y aura ambiguïté, en quelle base sont représentés les nombres. Par exemple, si je vous donne ce nombre-là en base 3 et que je le veux en base 10, bien en base 3, c'est 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1. En base 3, ça correspond à 1, qui est là, le bit de poids le plus fort, fois 3 puissance 7, parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1 fois 3 puissance 7, plus 2 fois 3 puissance 6, plus 1 fois 3 puissance 5, 0 fois 3 puissance 4, etc. pour avoir la valeur du nombre en base 10. Donc là, on effectue le calcul, 1 fois 3 puissance 7, ça fait ça. Donc ça, on ne vous demandera pas de le savoir par cœur, vous pourrez utiliser une calculatrice ou un outil.
pour pouvoir faire 3 puissance 7. Bon, en tout cas, le résultat nous donne la valeur du nombre en base 10. Donc c'est uniquement ça la méthode pour passer de la base quelconque à la base 10. Eh bien, on fait la somme des an b puissance n pour n allant de petit n jusqu'à 0, pour i allant de n à 0. Maintenant, si je veux passer dans l'autre sens, de la base 10 à une base quelconque, par exemple, je vous donne ce nombre-là et je voudrais l'avoir en base 3. Bien, comment on procède? Eh bien, on va diviser le nombre qu'on a par la base. Je vous donne un exemple ici détaillé pour le passage de la base 10 à la base 2, parce que la base 3, c'est pas quelque chose qu'on utilise fréquemment, on utilise plus souvent la base binaire ou la base hexadécimale. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on procède par division successive. Donc on va écrire le nombre qu'on veut diviser, qu'on veut obtenir, qu'on a en base 10 et qu'on veut obtenir en base 2. On divise le nombre par la base. Donc, par exemple ici, si j'utilise 35 par 2, j'obtiens un quotient, 17, et un reste qui est 1. Le reste, c'est forcément un nombre qui est plus petit que 2, donc qui est compris entre 0 et la base moins 1. Le reste correspond au premier chiffre. Le quotient obtenu est redivisé par la base pour obtenir un nouveau quotient, un nouveau reste. Ça veut dire qu'une fois que j'ai obtenu ce 17, eh bien c'est le 17 que je vais diviser par 2, j'obtiens 8, il reste 1. Et on recommence jusqu'à l'obtention d'un quotient, donc cette partie-là c'est le quotient, qui soit nul. Donc 8 divise par 2, ça fait 4, il reste 0. Le quotient n'est toujours pas nul, on a 4. Je divise par 2, on a 2, 0. 2, je divise par 2, ben c'est 1 fois 2, il reste 0. Et 1, je divise par 2, là, le quotient est nul, et il reste 1. Donc là, une fois que j'ai ça, je sais que mon algorithme se termine, puisque j'ai obtenu un quotient qui est nul. Donc on a dit qu'on recommence l'algorithme jusqu'à obtenir un quotient qui est nul. Dès qu'on a un quotient nul, on arrête. La suite des restes obtenus, A0, A1, A2 jusqu'à AN, correspond à l'écriture du nombre de départ dans la nouvelle base. Donc on a cette première valeur-là, A0, A1, A2, etc. Donc il faut le lire maintenant qu'on a obtenu ce résultat dans l'autre sens. On le lit comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je remonte les restes dans l'autre sens et j'obtiens le nombre 1, 0, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 1. D'accord? Donc le dernier reste, donc avant d'avoir un quotient qui est nul, eh bien c'est le bit de poids le plus fort. Donc 35 en base 2 s'écrit 1000 puis 11. D'accord? 1, 3, 0, 1, 1. On peut le voir en l'écrivant dans l'autre sens. 1000 et 11, si je l'écris en somme de puissance de 2, ça fait 1 fois 2 puissance 5. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc 2 puissance 5, ça fait 32. Plus, il n'y a pas 16, il n'y a pas 8, il n'y a pas 4. Plus 2, plus 1. Donc 35, c'est bien 32, plus 2, 34, plus 1, 35. D'accord? Donc il faut bien avoir compris comment on effectue le passage de la base 10 à la base 2 par division successive et on lit les restes dans l'autre sens. Donc ça, je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc pour ceux pour qui c'était clair, vous pouvez passer vite. Sinon, pour les autres, remettez cette vidéo pour bien comprendre. On peut coder aussi de l'information décimale, donc le nombre 0. En décimale, ça s'écrit 0. En hexadécimal, ça s'écrit 0. Et en binaire, ça s'écrit des 0. On va voir comment on fait pour passer. Donc on s'est passé de décimale à binaire. On va voir comment on fait pour passer de hexadécimal à binaire, ou bien de binaire à hexadécimal dans la suite. Donc là, si je mets tous les chiffres de 0 à 15, ils s'écrivent en décimale 0 à 15. En hexadécimal qu'il faut connaître, c'est de 0 à 9, pour le nombre 9. Le nombre 10, en hexadécimal, il se représente par la lettre A. D'accord? Donc ça, il faut bien le connaître. 10 en hexadécimal, c'est A, puis B, C, D, E, F. Pour la base 2, on a le nombre 0, 1, 2, 3. Quand on ajoute 1 maintenant, ça va faire 4. Donc c'est ici qu'on met un 1, ici on a 2 0. On rajoute un 1, on a 5, 6, 7, 8 et cette puissance-là. D'accord? Parce que là on a 2 puissance 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Donc 2 puissance 3, ça fait 8. Et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez aussi, donc c'est pas la peine de passer trop de temps là-dessus. Les puissances de 2 et de 16. Donc on va utiliser des termes dans la suite qui seront les termes kilo, méga, etc. Et bien un kilo, qu'on utilisera en kilo binaire, qui s'écrit plutôt un kibi, enfin qu'on devrait utiliser comme terme kibi pour le représenter,
eh bien ça correspond à 2 puissance 10, c'est 1024. Si je vous dis que vous avez un kilo-octet, un kilo binaire d'octets, vous avez 1024 octets. Vous avez 64 kilos, ben vous avez 2 puissance 16, ça correspond à 65 536. Donc ça, il ne faut pas le connaître par cœur. 1024 qui est 2 puissance 10, on peut vous demander de le connaître par cœur. Mais 2 puissance 16 qui correspond à 64 kg, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur cette valeur-là. Et un mégaoctet, eh bien c'est un méga binaire. On devrait utiliser la formulation un mébi, on va le voir par la suite. Ça correspond à 1 48 576. Bon. Ça, c'est des petits détails que vous avez normalement vus aussi au premier semestre. On a quelques formules utiles. Quand on multiplie 2 puissance n par 2 puissance p, on a 2 puissance n plus p. Ça, on l'a revu en remise à niveau, donc ça, vous le connaissez tous. Bon, ça servira souvent par la suite. Par exemple, 2 puissance 16, c'est 2 puissance 6, qui fait 64, fois 2 puissance 10. Donc ça fait 64 kg. 2 puissance 12, par exemple, c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 10. 2 puissance 10, on a dit que c'était 1 kg, donc 2 puissance 2, ça fait 4 kg. 2 puissance n puissance p, là on fait le produit des deux, donc 2 puissance 12, c'est 2 puissance 4 fois 3, c'est pareil que 2 puissance 4 puissance 3, donc ça fait 16 puissance 3. Donc ça aussi c'est des règles de maths qu'on a déjà vues soit en remise à niveau, soit vous l'avez vu au premier semestre, mais qu'il faut connaître pour la suite. C'est pas très compliqué, vous devriez le savoir. On a quelques équivalences remarquables, donc si j'ai 100 en base 16, ça correspond à 1 fois 16 au carré, et ça correspond au nombre 256. Donc 100 en base 16 qui est égal à 256, c'est important de le retrouver rapidement. 400 en base 16, c'est 4 fois 16 au carré, donc c'est 4 fois 256. Donc 2 fois 256, ça fait 512 fois 2, 1024. Et 1000 en base 16, ça correspond à 4096 en base 10. Et si j'ai 1000 en base 10, on verra comment on le détermine en base 16. On peut l'obtenir en base 2 facilement en divisant 1000 par 2 de manière successive en remontant, comme on a vu dans la partie présente de cette vidéo. Et une fois qu'on l'a en base 2, on peut l'avoir en base 16, et ça, on va le voir par la suite. Donc dans le processeur, comment sont représentés ces nombres? Ils sont représentés sous une forme binaire. Donc ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, donc là, j'espère que c'est clair. Si on n'a qu'un seul bit, eh bien on pourra représenter deux états, 0 ou 1. Parce que notre processeur, il est contraint par sa mémoire, par sa taille, donc on ne peut pas avoir un nombre infini de bits à l'intérieur de mon processeur. Si on a 2 bits de disponibles, alors on va pouvoir représenter deux états, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Enfin, deux états pour chacun des bits, donc ça fait 4 états au total. Si on a 3 bits de disponibles, eh bien on va avoir 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, etc., ce qui correspond à 8 états. Donc de manière générale, à chaque ajout d'un bit, on va multiplier par 2 le nombre d'états que l'on peut représenter. Donc si on a n bits, on peut représenter 2 puissance n états. Donc ça, c'est des choses que vous savez aussi, qui sont assez faciles à comprendre. Les entiers logiques sont des entiers naturels, c'est-à-dire les entiers positifs ou nuls. D'accord? Les entiers naturels, on appellera ça des entiers logiques qui sont positifs ou nuls. Comme on sait que ces entiers sont toujours positifs, il n'est pas nécessaire de représenter l'information ils sont positifs, c'est-à-dire leur signe. Donc on dit que c'est des entiers non signés. Vous l'avez déjà utilisé au S1, on dit unsigned int. Il n'y a pas de signe. Et s'il n'y a pas de signe, on sait qu'ils sont positifs, pour lesquels tous les bits sont du coup significatifs. On a une suite de bits, on n'a pas de bit qui correspond au signe, donc tous les bits ont leur importance dans la valeur de l'entier qu'on représente. Si n bits sont disponibles, on peut représenter un entier logique x par x égale, donc a n-1 2 puissance n-1, a1 2 plus a0 fois 2 puissance 0. C'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure. En base 2, on a n bits, on va représenter un entier logique de cette manière-là. Et a n-1 jusqu'à a0, c'est appelé la représentation binaire naturelle de x. Les bits A0 à n-1 composant l'entier logique n'ont pas tous la même importance. On sait que le bit de poids faible, donc celui qui est le plus à droite, eh bien, il vaudra soit 0 soit 1, alors que le bit de poids fort, qui vaut soit 0 soit 1, a une valeur plus importante dans l'ordre de grandeur de l'entier. Je m'explique. L'ordre de grandeur de l'entier ne va pas être modifié si on remplace un 0 ou un 1. Si on a le nombre 1 million,
codé en binaire, qu'on change le 0 par un 1, on aura 1 million 1, c'est toujours le même ordre de grandeur. Par contre, si on change le bit de poids fort, de ce 1 million qui est écrit en binaire, on va changer de manière significative l'ordre de grandeur de l'entier. Tout ça pour dire que l'ordre des bits n'est pas à ignorer. On regarde les bits par ordre de bits de poids faible en général à droite et les bits de poids fort à gauche. En revanche, si le bit de poids fort change de 0 à 1, l'ordre de grandeur de l'entier va être grandement modifié. On parle de poids, donc bit de poids fort et poids faible. On dit que c'est le mot poids parce que ça influe sur l'ordre de grandeur de l'entier. Donc ils ont un certain poids. Ainsi, A7 est de poids 2 puissance 7, c'est-à-dire que si A7 passe de 0 à 1, donc on rajoutera plus ou moins 128. D'accord, à 0, on n'a pas 128, si on rajoute 1, on rajoute 128. Donc ça peut être un changement important sur l'ordre de grandeur si on considère le nombre, par exemple le nombre 200. D'accord. Très bien, donc ça aussi c'est des choses assez simples que vous avez normalement déjà vues. Donc les poids forts, donc les bits qu'on aura de poids forts, sont les plus grandes puissances de 2, donc ceux qui seront de manière plus générale le plus à gauche, et les poids faibles sont les plus petites puissances de 2. On utilisera souvent le MSB, Most Significant Bit, pour dire le bit de poids fort, et le bit de poids le plus élevé, et LSB pour Least Significant Bit, pour parler du bit de poids le moins élevé d'un entier logique. Par exemple, le nombre 41, il s'écrit 32 plus 8 plus 1, donc 1, 0, 1, 0, 0, 1 en base 2, et donc ce bit de poids fort qui vaut 32, s'il est à 1, j'ai 32, mais s'il passe à 0, et bien au lieu d'avoir 41, ben, j'aurai plus que le nombre 8 et 1, 9. Donc c'est pour ça qu'il a un rôle prépondérant dans l'ordre de grandeur de notre entier. C'est pour ça qu'on appelle le bit de poids fort. La plupart du temps, les entiers logiques sont représentés avec le bit de poids fort à gauche, le bit de poids le plus fort à gauche, et le bit de poids le plus faible à droite. Donc si c'est le cas, dans votre système processeur, on dira que la représentation de l'information est sous la forme little endian, alors que le plus petit, le bit de poids le plus faible, est à la fin. Donc ça, c'est pas toujours le cas, hein. Ça peut être différent dans une calculatrice ou dans d'autres composants. On peut stocker l'information dans un autre type de représentation. Donc dans le cas contraire, on parlera de représentation big endian, c'est-à-dire qu'on met d'abord le bit de poids le plus faible jusqu'à avoir le bit de poids le plus fort. Donc c'est important de savoir comment est représentée l'information à l'intérieur de votre composant. Si c'est un entier, est-ce que le bit de poids fort est à gauche ou à droite? Avec les progrès technologiques et l'augmentation de la densité des transistors intégrés dans un même circuit, il est possible de travailler sur des nombres de plus en plus grands, de 32, 64 bits sur les processeurs actuels. Quand vous dites que vous avez un Windows 64, c'est que votre processeur peut lire 64 bits d'un coup, et donc il peut faire des opérations sur deux nombres qui ont 64 bits en même temps. Donc il est intéressant de regrouper l'information en groupes de bits afin d'avoir des opérations de plus haut niveau. C'est-à-dire que le processeur, en un top d'horloge, il va pouvoir manipuler deux éléments en mémoire qui auront une taille chacun de 64 bits. Ainsi, un groupe de 8 bits, d'un coup, on appellera ça un octet. On dira aussi un byte en anglais. Alors, il ne faut pas confondre bit, qui est juste un 0 ou un 1, et byte, qui correspond à 8 bits. Donc, on dira plutôt octet, mais la terminologie byte est souvent utilisée, vous verrez dans les documents, on utilise souvent byte. Et donc, un octet, il va pouvoir représenter 256 états, parce que 2 puissance 8, ça fait 256. Donc on va voir que les caractères de la table ASCII, c'est-à-dire les caractères des lettres, ils peuvent être représentés sur un seul octet. On dit en général que c'est un char, ça aussi vous l'avez vu. Si on déclare A comme étant un char, un caractère, eh bien le processeur il va allouer 8 bits en mémoire pour stocker la valeur de A. Et il sait que notre A, il pourra prendre toutes les valeurs de 0 à 255. Les capacités des mémoires sont souvent données sous la forme de groupements d'octets. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On regroupe les octets. Si on parle de kilo-octets, donc là attention, on fait un peu de terminologie, c'est vraiment pour être très rigoureux, on jonglera souvent entre les deux notations, entre les deux façons de prononcer. Un kilo-octet, normalement, c'est 1000 octets. Si on utilise le mot kilo, comme un kilomètre, c'est 1000 mètres, avec la notation KO. Attention, si on a noté ça KIO, en toute rigueur on devrait le noter comme ça correspond à un kilo binaire, donc un kibi-octet. À ce moment-là, c'est plus 1000, mais c'est 1024 octets, puisque c'est 2 puissance 10. Donc si on parle en
kilo, méga, giga, téra, ce qui n'est quasiment jamais le cas, eh bien on aura des milliers, millions, milliards d'octets. Très souvent, vous verrez dans les composants qu'on manipulera, la valeur de la mémoire est en kilo binaire octet, donc en kibi-octet ou en mébi, donc c'est en méga binaire, ou en gibi, giga binaire octet ou tébi. L'appellation octet est francophone. L'appellation byte est anglophone et beaucoup plus courante. On rencontrera souvent les capacités mémoire avec KIB, MIB, GIB, TIB. Donc s'il y a un petit i ici, c'est pour préciser que c'est un kilo binaire. Par exemple, KIO, c'est un kilo-octet binaire, alors que KO, c'est un kilo-octet. Donc là, c'est un petit peu de la précision, mais il faut bien comprendre que très souvent, on aura des puissances de 2 en termes de capacité. Une clé USB qui ferait, je sais pas, 200 mégaoctets. 200 mégaoctets, c'est pas 200 fois 1 million d'octets, c'est 200 fois 1 48 576 octets. D'accord? Donc ça, on pourra le vérifier sur la taille en mémoire que vous auriez sur un composant. Vous pouvez le faire chez vous, prendre une clé USB, ou si vous avez 1 Tera, s'il y a écrit 1 TO, 1 Teraoctet, vous pourrez regarder qu'en mémoire, vous ne pourriez pas mettre uniquement 10 puissance 12 ici, donc 1000 milliards, mais vous pourriez mettre un peu plus. Vous pourriez mettre 1099 milliards, 511 millions, 627 776 octets. D'accord? Donc c'est important de bien comprendre cette différence de notation. Encore un petit peu d'informations sur cet codage de l'information, jusqu'à avoir les antiarithmétiques par la suite. Il y a des moyens d'aller plus vite dans certains cas. Par exemple, si on doit passer de la base 2 à la base 8 et à la base 16, on peut aller beaucoup plus vite si on a déjà en base 2, on n'a pas à refaire de divisions successives pour l'avoir en base 8 et en base 16. Parce que ces bases-là sont des puissances de 2. Donc 8 c'est 2 puissance 3, 16 c'est 2 puissance 4. Donc les passages d'une base à l'autre sont du coup très simples, puisque pour passer d'une base à l'autre, il va suffire de regrouper des groupes de bits. En base binaire, on a deux chiffres, 0, 1. En base octale, on en a 8, de 0 à 7. Donc on va faire des groupes de 3 bits. Et en base hexadécimale, on a 16 chiffres, de 0 à F, donc avec A pour 10, B pour 11, etc. Et donc on va regrouper les informations par groupe de 4 bits. Par exemple, donc là, vous avez le poly, normalement, avec un trou, à vous de le compléter avec cette information-là. Si vous avez une information en base 2, par exemple vous avez ce nombre-là en base 2, et qu'on vous le demande en base 8, parfois les étudiants ils passent de la base 2 à la base 10, et ensuite de la base 10 à la base 8. Eh bien il y a beaucoup plus rapide. On peut regrouper par bloc de 3 bits, puisque octal c'est 8, donc c'est 2 puissance 3. Donc là je regroupe les 3 bits de poids faible, donc 1, 0, 1, et les 3 bits de poids le plus fort, 1, 1, 0. 1, 0, 1, ça fait 4 et 1, 5, et 1, 1, 0, ça fait 4 et 2, 6. Donc là, je peux passer directement de la base 2 à la base 8 en regroupant les bits par bloc de 3. Et donc là, j'obtiens le nombre 65 en base 8. 65 en base 8, ça fait 6 fois 8 plus 5. 6 fois 8, 48, plus 5, 53. Donc vous voyez, avoir fait ce regroupement permet aussi d'aller plus vite pour avoir la valeur en base 10. Si j'avais dû le faire de la base 2 à la base 10, j'aurais dû faire 1 fois 2 puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 1 fois 2 puissance 2. C'était un peu plus lourd à faire que 6 fois 8 plus 5. Donc les premiers exercices qu'on va faire, eh bien, ils vont s'attacher à faire ces conversions-là, à passer de la base 2 à la base 8, de la base 10 à la base 2, de faire ces changements de base. Si je dois passer de la base 2 à la base hexadécimale, hexa c'est 16, donc en base 16, ben, je vais regrouper par bloc de 4 bits. Pareil ici, j'aurai le nombre 1011, 01, 01. 01, 01, ça fait 5, 4 et 1, 5. Ici, j'ai 8 et 2, 10 et 1, 11, ça correspond à la lettre B. Donc j'ai B5. Là aussi, c'est plus rapide de calculer à partir de B5 en base 10. Je fais B qui est 11 fois 16 plus 5. D'accord? Donc là, c'est 11 fois 16, ça fait 160 plus 16, donc 176, et 5, 181. Je peux le faire quasiment de tête. Alors que ici, si je devais avoir la valeur en base 10 de ce truc-là, ça aurait été un peu plus la galère. Pareil, si je peux passer du binaire à l'octal et du binaire à l'hexadécimal, je peux passer facilement de l'hexadécimal à l'octal. Comment je fais? Je regroupe par paquet de 4. Donc j'ai mon B qui correspond à 1011.
5, c'est 0, 1, 0, 1. Ça, je le sais faire. J'ai des paquets de 4, puisque je suis en hexadécimal, mais je redécoupe ces paquets de 4 en paquets de 3. Donc ici, je prends les 3 bits de poids faible, 1, 0, 1. Ensuite, je prends les 3 bits suivants, donc 1, 1, 0. Et là, il ne me reste plus que 2. Alors, ce que je fais, c'est que je mets un 0 devant. Donc ça fait 0, 1, 0. Donc là, une fois que j'ai ça, je peux l'écrire en base 8. Ces trois nombres, ça correspond à 2. 4 et 2, 6. 4 et 1, 5. Donc ça fait 265 en base 8. Donc là, je peux passer très rapidement de la base 16 à la base 8 en regroupant par paquet de bits, soit 4 pour l'hexadécimal, soit 3 pour l'octave. Les opérations arithmétiques, elles s'effectuent de la même façon qu'en base 10. Dès qu'on atteint ou on dépasse la valeur de la base B, une retenue se reporte sur le chiffre de poids directement supérieur. Il est important que vous sachiez effectuer des divisions binaires, donc ça on va le voir après, c'est un peu technique, mais ça va nous permettre de pouvoir représenter des nombres qui ne sont pas forcément entiers. Si je vous demandais de représenter le nombre 2,5 par exemple, là vous seriez un peu en galère, donc on va voir ça dans la suite. Il y a des opérations triviales. En base 10, il est facile, il est trivial de diviser ou de multiplier un nombre par 10. Si je te donne un nombre multiplié par 10, bah tu rajoutes un 0 à droite, tu l'as multiplié par 10. Divisé par 10, eh bien, tu décales d'un cran vers la droite. Donc s'il y a un reste, par exemple le nombre 1000 divisé par 10, bah, ça donne 100, on enlève un 0. Le nombre 1001 divisé par 10, eh ben, c'est soit 100 et il reste 1, si on veut la division avec un reste, soit si on veut la division entière directement la valeur du quotient, ben on a juste la valeur 100. Donc on verra ça en TD aussi. De manière similaire, en base 2, si tu as un nombre et que tu veux le diviser par 2, par exemple si tu as ce nombre-là, que tu veux le diviser par 2, tu as juste à enlever le bit de poids faible. Donc là par exemple il y a le 1 qui disparaît, donc il restera ce nombre-là et reste 1. Si on veut multiplier ce nombre par 2, c'est facile, on rajoute un 0. Donc multiplier ou diviser un nombre par 2, quand on a sa représentation en binaire, ça correspond à décaler d'un cran vers la gauche si on multiplie par 2, ou décaler d'un cran vers la droite si on divise par 2. Alors il faut faire attention, si on a un bit de poids faible qui est à 1, divisé par 2, ben, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on fait de ce reste. Les entiers arithmétiques. Les entiers arithmétiques correspondent aux entiers relatifs qui peuvent maintenant avoir un signe. Pour l'instant, on avait vu des entiers logiques, il n'y avait pas de valeur de signe, non, on peut avoir un signe. Parce que si j'ai envie de traiter le nombre moins 5, il faut que mon processeur soit capable de lire une information qui corresponde à ce nombre-là. On parle d'entier signé. En général, on met juste int, qui est un entier, pour parler d'un entier signé. Si on met unsigned int, alors là, on précise qu'il n'y a pas de signe, et donc là, on était dans le cas précédent. Mais contrairement aux entiers logiques, il faudra ici maintenant coder l'information qui correspond au signe. Si on a n bits de disponibles, bah malheureusement, il y a un bit qui va être utilisé pour le signe. Donc on en perd 1. C'est-à-dire qu'on va pouvoir représenter 2 fois moins de nombres avec n bits disponibles si ces nombres sont signés. Par exemple, si je pouvais représenter les nombres de 0 à 1000, maintenant que j'ai un entier signé, bah, je vais pouvoir représenter que la moitié, de moins 499 à 0 et de 0 à 500. On va voir pourquoi c'est pas symétrique, mais on va détailler ça par la suite. Alors on distingue deux cas suivant le signe de l'entier. Les entiers positifs ou nuls. L'entier positif, on a un signe qui est 0. C'est-à-dire que si j'ai un 1, ben j'aurai un nombre négatif. Et ensuite, j'ai les bits significatifs qui représentent mon entier. Les n-1 bits significatifs sont codés en binaire naturel. C'est-à-dire que si tu as le nombre 50, ben là tu as la représentation en base 2 du nombre 50. C'est-à-dire de la même manière que pour les entiers logiques. Bit de poids fort à gauche. Le plus grand entier possible qu'on peut représenter, c'est le nombre 2 puissance n-1, moins 1. Parce que si je mets que des 1 ici, eh bien j'aurai le nombre 1, 1, 1, 1 avec n-1, 1, d'accord, parce que je vais de 0 à n-2. Si j'ai n-1, 1, ça correspond au nombre 2 puissance n-1, moins 1. Un peu plus clairement, si j'ai 3, 1, 3, 1, ça fait le nombre 7, c'est bien 2 puissance 3 qui fait 8, moins 1. D'accord? Donc si j'ai n1, ça représente le nombre 2 puissance n, moins 1. Donc si j'ai n-1, 1, le plus grand nombre possible, c'est 2 puissance n-1, moins 1. D'accord? Donc ça, c'est le plus grand entier que je pourrais représenter. Donc plus grand positif, hein,
que je pourrais représenter à partir de n bits, dont un bit de signe. Maintenant, si l'entier est négatif, l'idée la plus naturelle serait de coder le signe moins par un bit de signe à 1, et de coder la valeur absolue de l'entier négatif en représentation binaire. Donc ça, je mettrai 1 ici, si je voudrais avoir un nombre moins 5, ben ici j'aurai la valeur de 5, puis je mettrai 0 pour avoir plus 5, et 1 pour mettre moins 5. Cette méthode de codage, digne par signe d'amplitude, n'est pas du tout adaptée au calcul numérique. Donc ensuite, si je voudrais faire plus 5 plus moins 5, bah la somme des deux, ça n'irait pas. Donc j'aurais 0 plus 1, ça ferait 1. Là, j'aurais 5 et encore 5, ça ferait 10. Donc je verrais que plus 5 plus moins 5, ça ferait moins 10. Donc ça va pas. Si je représente un peu naïvement, bêtement, le nombre moins 5 par bit de signe à 1, puis le nombre 5, eh bien je ne pourrais pas utiliser le calcul arithmétique de manière efficace, puisque je ferais plus 5 plus moins 5 et j'aurais moins 10. Donc ça va pas. Pour avoir une représentation des entiers signes négatifs utilisables pour les opérations arithmétiques, on va utiliser ce qu'on appelle le complément à 2. Donc là pareil, en TD vous allez devoir en faire quelques-uns. Complément à 2, c'est on prend le complément à 1 de l'entier arithmétique. Alors qu'est-ce que c'est complément à 1? On inverse tous les bits, y compris le bit de signe, puisque l'on prend l'opposé. Donc on prend le nombre que l'on veut et on change tous les bits. Par exemple, si je veux le nombre moins 5, je prends le nombre 5, donc 1, 0, 1. S'il est représenté sur 8 bits, donc j'aurai 5 0, 1, 0, 1, et je remplace tous les 0 par des 1 et tous les 1 par des 0. Ça, c'est le complément à 1, c'est la première étape. Et pour avoir le complément à 2, c'est tout bête, on ajoute 1. Donc, une fois que j'ai ce nombre-là, je fais plus 1. Sur n bits, on va pouvoir du coup représenter 2 puissance n entiers. C'est les nombres qui vont aller de moins 2 puissance n moins 1 à 2 puissance n moins 1 moins 1. D'accord, puisque je vais de moins 2 puissance n moins 1 jusqu'à 0 pour avoir les nombres négatifs, et de 0 à 2 puissance n moins 1 moins 1 pour avoir les nombres positifs. Donc ça, pareil, on va le voir un peu plus en détail en TD, on va faire des exercices comme ça, je vous donnerai des entiers, il faudra que vous les donniez de manière négative. Lorsque le nombre de bits sur lequel effectuer le codage n'est pas précisé, il convient de prendre le nombre de bits minimal nécessaire au codage. Donc si c'était le nombre 5, je ne vous dis pas sur combien de bits il est codé, ben c'est 1, 0, 1. Mais souvent, on impose la taille de stockage de l'information. Si je vous dis vous codez le nombre 5 sur 8 bits, eh bien il y a 5 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. D'accord, c'est pas le même codage d'information si on nous impose la taille qu'on a pour stocker l'information. Donc ça, j'espère que c'est clair. Sinon, on refera des exercices en TD et ça devrait s'éclaircir. Je vais arrêter cette vidéo-là et dans la suite, dans la vidéo prochaine, je vais vous expliquer comment on fait pour coder des nombres qui ne sont pas des nombres positifs ou négatifs, mais des nombres réels.